Alors on a parlé de conférences. J'ai plutôt envie de dire que je souhaite, moi, parler de mon arrière-grand-père. Je ne vais pas vous décortiquer sa technique picturale, analyser ses compositions, vous dire qu'il est meilleur à l'huile qu'au pastel ou qu'à l'aquarelle. J'ai plus envie de vous parler de l'homme, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire avant, une des caractéristiques de Paul Tavernier, incontestablement, c'est l'homme complet, parce qu'on va s'apercevoir que, à côté de l'artiste et parallèlement au peintre, il y a un homme qui a marqué sa période. Et je vais commencer, au risque d'être peut-être considéré d'une manière un peu paradoxale, je vais commencer en vous donnant le titre du journal L'Informateur de Seine-et-Marne dans son édition du 9 avril 1943. Alors on peut lire « Paul Tavernier est mort ». Et le commentaire est ceci: « Le maître incontesté du paysagisme forestier, chantre pictural de nos traditions sylvestres, est mort hier, mercredi 7 avril, à l'âge de 91 ans, en son domicile où il vivait depuis plus de 60 années et où il exécuta la majeure partie de son œuvre. » Alors, commencer par parler de sa mort au moment d'évoquer la vie de cet homme, effectivement c'est un peu agressif, un peu paradoxal, mais c'est aussi un moyen intéressant de le faire revivre à travers ce que ses contemporains pouvaient penser. Et certains témoignages nous permettent de voir un peu comment il était perçu, tant l'homme de belle prestance qu'il était, l'artiste dans son grand atelier de la rue Royale à Fontainebleau, ou l'acteur engagé dans la vie publique de sa ville, savoir comment il était perçu de ses contemporains. Et là, je redonne la parole à l'informateur, et j'ouvre les guillemets. Fondateur et président de la Société L'Artistique, ainsi que des Amis de la Forêt, restaurateur, animateur de longue date de la Société des Courses qu'il fonde en 1901, créé avec le marquis de Ganay, créateur du golf, inauguré en 1909, organisateur de nombreuses fêtes, l'illustre artiste était une figure quasi légendaire à Fontainebleau, de nature résistante et robuste, cavalier émérite, c'est pas moi qui parle, hein, c'est l'informateur, cavalier émérite et même réputé, mondain raffiné, il participa jusqu'à 85 ans passés, avec une égale élégance, tous les rallyes, chasses, courses ou fêtes qui se déroulèrent en cette ville. Sa peinture eut vers 1900 une vogue marquée que le temps n'a pas atteint, à l'égal des grandes œuvres du paysagisme français. Paul Tavernier, qui avait 23 ans à la mort de Corot, fut l'ami d'Olivier de Pène, d'Auguste Allongé, de Jules Viat, grand ami à lui, architecte et remarquable aquarelliste, et de tant d'autres artistes réputés. Alors ça, voilà ce qui nous éclaire un petit peu sur les qualités rapportées telles qu'elles le sont dans ce journal. Et c'est le moment pour moi de faire un petit retour en arrière avec une petite anecdote familiale qui est assez amusante, qui a été rappelée d'ailleurs par un certain Antoine de Rose, ton père, et dans lequel il nous dit que la petite enfance de Paul Tavernier se passa surtout à Paris, dans l'immeuble de la jolie place des Victoires. C'est là que, s'exerçant très jeune à crayonner, il crayonnait beaucoup déjà, le jeune Paul s'efforça probablement, dit-on, de dessiner un premier cheval, celui de Louis XIV, au sommet de sa colonne, en face de la maison familiale. C'est assez amusant, on voit très bien le jeune Tavernier en train de commencer à crayonner. Peut-être avait-il à peu près le même âge que celui que j'avais à l'époque des souvenirs que je garde de lui, du haut de mes 6 ans. Il faut dire que l'homme était impressionnant, il avait une haute stature, il avait la barbe blanche parfaitement taillée, il avait une voix puissante et bien timbrée,
quand il invitait, entre guillemets, son petit ami à le rejoindre dans son atelier, où tableaux de chiens courant, lâchés à pleine vitesse, chevaux sautant les fossés, piqueux en bouchant leurs trompes, gracieuses amazones, formaient un ballet extraordinaire. J'étais ébloui. Sa vie était celle d'un homme actif. Il y avait le rituel du matin. Le rituel du matin commençait par sceller son cheval, aidé par son fidèle palefrenier, dont j'ai entendu le prénom toute mon enfance, il s'appelait Luce. Très bon cavalier et bon veneur, tavernier, après sa toilette à l'eau froide, dans une cuvette qui était posée sur la table devant le boc de son cheval, le fameux Coconas, qu'il a peint et dessiné plusieurs fois, il pratiquait une friction aux gants de crin, hiver comme été, comme il disait, pour faire circuler le sang. Et il partait ensuite sillonner les allées cavalières et les sous-bois de sa chère forêt à l'affût d'un paysage, d'un joli coup de lumière, d'une perspective intéressante pour une composition qu'il pouvait avoir en tête, quand il ne suivait pas la meute de l'équipage le baudy. Il est peintre, mais on va voir qu'il est veneur et que les deux sont relativement indissociables. Il tient parfois le livre des laissés-cours de cet équipage et franchement, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage particulièrement savoureux écrit de sa main que nous avons à la plume sur le grand livre qui montre combien veneur et peintre se confondent. Alors il dit ça. Le coup d'œil était ravissant, de ses habits rouges au milieu de la verdure si tendre. Il y avait plusieurs tableaux à faire. Les hardes de chiens, impatients d'être découplés, se détachaient sur les horizons infinis des cimes d'arbres. Les têtes des premiers chênes et d'un ou deux sapins formaient un second plan d'un dessin et d'une valeur très heureux. Le rouge du valet de chien, debout, attentif à ce qui se passait en bas, faisait merveille avec ses tons un peu laqueux. Il écrit ça dans le laissez-cours du 28 avril 1909 à l'équipage Le Baudy. Je trouve que c'est intéressant, puisque là, ce que je souhaite, c'est parler de l'homme dans toutes les facettes qu'il pouvait présenter, c'est de voir à quel point les deux hommes se rejoignent dans l'émotion, et on vient de s'en rendre compte là. Alors, comment sa manière de travailler? Tavernier, il peint sur le motif. Généralement, c'est le matin. Et il va laisser une quantité de ce qu'ils appelaient ses études, entre guillemets, qui sont de véritables petits tableaux à l'huile, généralement peints sur des rectangles en bois, ayant ainsi, comme ça, constitué une immense documentation qui va constituer ensuite, dans la composition de ces grands tableaux, une ressource inépuisable de variété et qui va nous montrer la forêt un petit peu sous tous ses aspects. Et c'est là que j'insiste sur le fait qu'il est vraiment le peintre de la vérité, il est le peintre de la vie, la vérité des formes, la vérité des couleurs, des éclairages. On a le givre, la neige, la brume, la vérité des mouvements dans une quantité de croquis animaliers retrouvés dans ces cartons d'atelier dont nous disposons toujours encore. Nous en avons exposé quelques-uns il n'y a pas très longtemps à Barbizon. Et tout ceci, avec tout ceci, on peut dire qu'il cherche en permanence la justesse dans les expressions, les allures et dans le respect du modèle. Il y a une rigueur dans le travail de Tavernier qui doit vraiment être soulignée. Ce n'est pas un créatif qui se jette sur sa toile sauvagement. Avant, il a cette vérité de sincérité, de justesse d'expression, et en particulier dans ses portraits, les portraits d'amis et connaissances, ou les portraits de famille. On lui a passé des commandes de portraits, il vit de son art, il ne faut pas oublier. Et pour ça, sa technique de prédilection,
pour le portrait, c'est généralement le pastel sec, avec lequel il dessine en même temps tout ce qu'il dessine. Donc pour lui, le pastel, c'est différemment de la technique du pinceau, c'est vraiment le dessin, et on retrouve cette nécessité de l'appui du pastel sur le papier. Donc c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup et que je ressens très très bien et de manière très forte dans sa manière, dans son expression au pastel. Alors l'après-midi, il travaille ses compositions à l'atelier. Et alors ça c'est très amusant parce qu'il est très accueillant. Tous les gens qui l'ont connu et que les gens qu'on m'a raconté, il est très accueillant, il est toujours très élégant. Il peint en costume cravate et col cassé. Excusez du peu. Un visiteur sonne à la porte, il l'accueille amicalement. Le tablier du peintre autour des reins est le prix d'entrée. Et sans façon d'engager la conversation tout en travaillant la brosse à la main. Ça, c'est Tavernier. C'était un homme simple, modeste, il ne se mettait jamais en avant. Il est toujours très aimable et doté d'un sérieux sens de l'humour, qui est resté une tradition familiale, et c'est lié sûrement pour moi à sa bonne humeur coutumière, parce que c'est un homme gai et toujours heureux de vivre. Il gagne en notoriété, petit à petit. Il faut quand même dire qu'en 1876, il devient sociétaire des artistes français, inscrit dans le fichier sous le numéro 119. Alors, je ne sais pas qui était titulaire numéro 1, mais en tout cas, 119, il n'y en avait pas beaucoup avant lui. Il exposera chaque année une œuvre jusqu'en 1937, l'année de ma naissance, soit pendant 61 ans. Il est primé en particulier, on se rend compte que pendant 61 ans, au Salon des artistes français, chaque année, il présente une œuvre différente. Une belle performance. Alors, il est primé plusieurs fois, en particulier en 1883, où il reçoit la médaille de 3e classe, grâce à une somptueuse toile réalisée au cours d'un de ses séjours en Algérie, conseillé en cela par ses maîtres, en particulier Guillaumet et Cabanel, représentant des Arabes baignant leurs chevaux dans la mer. Malheureusement, on n'a plus ce tableau, il doit se promener quelque part. Ça va probablement revenir depuis que nous avons créé à l'association le site de Paul Tavernier. On reçoit des demandes d'un peu partout. J'ai encore eu, il n'y a pas longtemps, une charmante dame avec un accent américain coupé au couteau qui me dit « Oh, je suis Amérique, je suis de Santa Barbara. Et je crois que je possède un Paul Tavernier. Est-ce que vous pouvez me confirmer? » Alors voilà, alors ça commence comme ça, on lui dit « Mais on peut vous le confirmer, il faudrait que vous nous montriez, envoyez des photos. » Bref, ça se fait, ça crée du lien et c'est excellent parce que c'est exactement le but que l'association s'est assigné. Donc, j'en étais là. Cette somptueuse toile, malheureusement, nous ne l'avons pas, on la verra peut-être un jour. Ensuite, de quoi il va recevoir la médaille de bronze à l'exposition universelle de Paris en 1900, puis une autre en 1905. Maintenant, je vous dirai un mot sur l'homme engagé. Je l'ai dit, c'est un homme d'action et il est donc très présent dans sa ville de Fontainebleau, conseiller municipal pendant un certain nombre d'années. Mais là encore, c'est toujours des clins d'œil que j'aime avec lui, parce que le peintre n'est jamais loin, on a vu tout à l'heure, entre la vénerie et la peinture, parce que là, on a retrouvé sur des imprimés de l'ordre du jour du conseil municipal de ce jour-là, des petits crayonnés qui viennent recouvrir ce qui était imprimé, dans lesquels on trouve, c'est très vivant, on trouve des cavaliers, des chiens au crayon, des chevaux, de la forêt, permettant déjà d'imaginer ce qu'il avait en tête, des idées susceptibles de rentrer dans la composition d'un prochain tableau. Voilà. Alors, il est très actif au niveau de sa ville. Un autre exemple, pendant la guerre de 14, il va être administrateur à la demande de l'hôpital de Fontainebleau. Il va être administrateur d'un hôtel
qui était juste en face de l'atelier de tavernier royal à Fontainebleau, qu'on appelle l'hôtel Stucken, que les Bellifontins connaissent, qui a été construit par un diamantaire suisse. Et à un moment donné, devant l'afflux de blessés par la guerre des 14, l'hôpital de Fontainebleau était saturé. Donc ils ont ouvert une annexe dans l'hôtel Stucken. Et c'est Tavernier qui s'est occupé de la gestion des prisonniers et de la gestion de cette filiale, on peut dire, de l'établissement. Donc c'est pour insister sur le fait que ces activités de peintre et autres faisaient qu'il restait très attaché à sa ville. Alors, j'ai dit l'essentiel de ce que j'estime important de connaître sur Tavernier, et cette exposition ici à Gien nous fait revivre tout ça par la vraie qualité des œuvres et une parfaite mise en séquence par thème dans une très belle scénographie qui reconstitue, à mon avis, une intimité, un cadre de vie qui semble vraiment fait pour lui. Je pense sincèrement qu'il aurait été enchanté de voir ça comme je peux l'être moi-même. Et à l'heure où les feux de cette magnifique exposition vont s'éteindre, je tiens à exprimer toute la reconnaissance de notre association, de l'ensemble des personnels à tous les niveaux pour ce formidable travail d'équipe qui a été mené avec entrain, compétence et dynamisme en faisant un événement qui fera date pour nous, comme pour les nombreux visiteurs venus ici à Gien depuis le 14 juillet. Heureux pour certains de retrouver cet artiste attachant, ou pour d'autres de l'avoir découvert. Messages et commentaires en témoignent dans le livre d'or que nous avions laissé à disposition des visiteurs. Enfin, pour conclure, je souhaite donner la parole à un de ses amis, qui était l'écrivain Aristide Briand, lequel, dans son très joli livre « La forêt symboliste », qu'on ne trouve plus... Aristide Marie, pardon, Aristide Marie, merci. Heureusement que tu n'étais pas trop loin. J'ai fait un lapsus. Aristide Marie. Bravo, monsieur le prisonnier en liberté. Monsieur Aristide Marie a laissé sur mon arrière-grand-père quelques pages parmi les plus sensibles qu'on lui ait réservées. J'ouvre les guillemets. Par un matin de gelée, dans la tiédeur de mon cabinet, je vois entrer Tavernier, le teint fleuri par l'air vif, que depuis 2 heures, il respire en forêt. Sans nulle fatigue de sa matinale chevauchée, l'esprit clair et la décision rapide. Il vient m'entretenir de la disparition d'un ami, artiste, et de la détresse de sa famille. En même temps qu'il s'attriste sur cette mort, il m'apprend qu'il est sur le point de devenir arrière-grand-père. Alors là, le débat est ouvert. Ou c'est ton père, ou c'est moi. Le fameux arrière. Alors, et de continuer, Aristide Marie. J'admire ce vigoureux équilibre et cette jeunesse, plus de 85 ans, car le mot vieillard n'a pas de sens à l'égard de Paul Tavernier. L'art de peindre, sans doute, pratiqué avec amour, est un tonique de longue vie. Mais savoir, de plus, allier, comme Tavernier, une sage ordonnance de la vie à un généreux altruisme, n'est-ce pas associer le plus noble épanouissement de soi au prestige d'une longue existence? Tel était Paul Tavernier, mon arrière-grand-père. Je vous remercie de votre attention. Les Taverniers sont une famille de soyeux à Lyon. Ils ne sont pas du tout Bellifontins. En fait, Tavernier arrive dans la région parce qu'il s'intéresse à la vénerie, il a déjà des relations avec certains équipages, dont le Baudy, mais il va d'abord passer par Barbizon. Donc, au moment où s'arrête la grande école de Barbizon, il va séjourner à l'auberge Gannes aussi,
Et il racontait d'ailleurs, et ça c'est des choses que je l'ai entendu raconter, qu'à l'époque, à l'auberge de Gannes, il y avait déjà cette querelle entre... On reboisait la forêt de Fontainebleau à cette époque-là, qui avait été très éprouvée. Il y avait une querelle qui sévissait entre les partisans des feuillus et des résineux. Et le père Gannes, qui tenait l'auberge, avait mis au point un truc absolument terrible, c'est qu'il proposait aux peintres, qui étaient tous en général assez fauchés, à celui, il était contre les résineux, ils étaient pour les feuillus, et celui qui rapportait la tête d'un résineux coupé, eh bien, ils avaient la pièce. Et pareil qu'il a fait un carton avec ça. Donc, il est passé par Barbizon, et c'est seulement après qu'il est arrivé à Fontainebleau et qu'il a trouvé la maison de la rue Royale. Rappelle-moi, 1880, à peu près. 81, 82. Voilà. Et il va s'installer dans ce qui était son atelier. Il avait une chambre au premier étage, il n'avait que ça. Et ensuite, il a construit une extension. Lui, il n'était pas fauché, il ne roulait pas sur l'or. Il a vécu de sa peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a beaucoup vendu à l'étranger. Il avait une galerie de tableaux à New York. Il a vendu en Amérique du Sud. Et ça marchait bien. C'est un métier qui était en perte de vitesse à ce moment-là, mais enfin... Sa femme était très belle. Elle n'avait pas une bonne santé. C'était une très bonne pianiste. Et elle est morte assez jeune. Alors, on peut dire une chose qui est amusante, enfin amusante si on peut dire, c'était pas l'entente cordiale entre Florentine et la mère de Paul Tavernier, la fameuse Pépita, qui était née au Mexique. Elle ne s'entendait pas extraordinairement bien. Et un jour, et alors elle, à l'époque, sa mère habitait Paris, était très parisienne, très lancée, etc. Et à un moment donné, elle a estimé que l'âge venant, elle serait mieux à Fontainebleau. Alors elles sont commencé à cohabiter dans la maison de la rue Royale, et au bout d'un moment, Tavernier a trouvé que c'était l'entente cordiale, c'est un peu difficile à écouter, et il a décidé, il a conseillé à sa mère de faire construire la maison du boulevard de Paris, qui ne s'appelait pas encore boulevard Maginot, dans lequel, effectivement, qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est maintenant la résidence du doyen de l'INSEAD Fontainebleau. C'est intéressant de parler de cette maison. D'une part, effectivement, ce n'est pas Jules Viat qui l'a construit, mais c'est Bray qui était architecte conservateur au château. Jules Viat était mort. Il était déjà mort, oui. On ne dira pas de quoi. Mais ce qui est intéressant dans cette maison de la rue Royale, c'est que Tavernier a peint des fresques. Alors, il y a une voûte énorme qui monte à pratiquement 6 mètres, 6 mètres 50 de hauteur. Et il a peint lui-même des fresques directement sur les murs, qu'on peut voir encore aujourd'hui, qu'on est en train d'essayer de faire classer. Mais pour ça, il nous faut l'accord de l'INSEAD. On a procédé à des restaurations il y a peu de temps. Quand l'INSEAD a fait des travaux, je les ai contactés. J'ai toujours quelques esquisses, et toi, tu en as une, Valérie, derrière moi, avec les couleurs d'origine de ces fresques, qui ont permis aux restaurateurs de pouvoir remettre les couleurs là où elles étaient et où elles avaient passé. Mais ça représente l'arrière-pays du paysage de la ville de Menton. C'est complètement méridional, c'est très coloré. Il y a des perroquets, il y a des plantes grasses. C'est absolument ravissant, c'est complètement décalé par rapport à la forêt de Fontainebleau. Et là, il s'est pris un bain de soleil extraordinaire avec ça. Et ce qui est intéressant, si jamais vous allez par là, on peut la visiter, ce rendez-vous, c'est qu'il a fait un travail de décoration avec l'architecte, où on a composé les ouvertures de la maison avec la décoration et les fresques qui ont été faites. Voilà. C'est très intéressant. Il avait 75 ans à l'époque. Oui, il avait 75 ans où il a peint ça. C'est ce genre de travail. Il a fait des fresques dans d'autres maisons, on le sait, mais on ne les a pas vues. Et effectivement, quand ils ont construit avec Jules Viat, son ami architecte, le chalet du Golfe, il a intégré dans la construction des fresques qui, effectivement, en fait,
représente tous les attraits de la ville de Fontainebleau. Parce qu'on a la forêt, la vénerie, le château, et on a et le golfe qui en est à ses débuts, où on voit que les arbres ont beaucoup poussé depuis 1909. Il a voyagé en Afrique du Nord beaucoup. Il a voyagé, non, beaucoup en France. Oui. Il a été en Bretagne, il est allé sur l'île Saint-Rion, il a fait énormément de choses. À l'étranger, assez peu, à ma connaissance. Oui, il est allé en Italie, oui, mais il n'a pas été aux États-Unis lui-même, pas que je sache. Je dis toujours qu'il a eu la mauvaise idée de mourir en 1943, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre. Et au moment de ses funérailles, évidemment, on avait d'autres préoccupations. Donc, en dehors de quelques titres de journaux dont je vous ai donné, il n'y a pas eu énormément on n'en a pas parlé énormément, si bien que ça a probablement nuit. Et puis je reconnais quand même aussi beaucoup, j'en veux beaucoup à paix à leurs âmes, mais enfin c'est un peu dommage qu'on n'ait pas, après la guerre, immédiatement remis Tavernier, qui à l'époque, on le voit bien, avait son activité et sa présence au Salon des artistes français et ailleurs, était quand même très demandée. Et après la guerre, c'est tombé dans un creux, et personne dans la famille n'a jugé utile de vraiment s'en soucier, jusqu'en 1998, époque où j'ai créé l'association Paul Tavernier, à la suite d'une exposition au Théâtre municipal de Fontainebleau, vous vous en souvenez, vous étiez déjà là, et qui a eu un très grand succès. Et à partir de là, eh bien, on a créé l'association, on a créé le site, et maintenant, on a une véritable vie qui s'installe autour de lui. Actuellement, il n'y en a pas. Alors, c'est bien que vous posiez la question, parce qu'on va approcher la rue Guénégaud, et on a des choses à faire encore, hein. Il ne faut pas dire qu'ils se soient vraiment rencontrés, ils se sont croisés, mais ils n'avaient pas particulièrement sympathisé. Elle était quand même beaucoup plus jeune que lui, quoi. Alors, on avait caressé l'espoir d'éventuellement de faire une exposition commune. On en a fait une petite à Montreux, où on a fait cohabiter Rosa Bonheur et Tavernier. C'est intéressant de les rapprocher, ça a donné lieu à effectivement à des aperçus sur ce qu'on pouvait faire en les rapprochant. On tâte le pouls, entre guillemets, du château de Fontainebleau, qui est propriétaire par suite d'un don. On leur a donné 5 ou 6 tableaux de Rosa Bonheur. L'idée d'avoir une exposition Tavernier à côté de ces Rosa Bonheur-là n'est pas facile à organiser, dans la mesure où, aujourd'hui, le château de Fontainebleau n'a pas trouvé la solution pour pouvoir exposer des tableaux qui ne lui appartiennent pas. Donc, il faut en faire le don, ou je ne sais pas, pour l'instant, on a... Non, on y réfléchit, mais on n'a pas... Non, ça débouche pas pour l'instant, mais ça serait bien. Bon, bah écoutez, merci. Si on peut vous donner d'autres informations, profitez bien des derniers instants de cette exposition, parce que demain, il sera trop tard, demain soir. Merci beaucoup de votre présence et de l'intérêt que vous lui portez.